Plateau spécial sur Gabon 24 pour parler de la dépénalisation de l'adultère au Gabon. Avec un invité, il s'agit de Madame Linda Bongo Ondimba, qui est magistrate en République gabonaise. Bienvenue à vous. Merci. Alors avec vous, on parle justement de cette actualité puisque le législateur est revenu sur le code pénal en revoyant certains textes et l'adultère qui fait grand débat actuellement dans l'opinion au niveau du Gabon fait partie de ces éléments qui ont été revus par le législateur. Comment les magistrats l'ont accueilli? Ça dépend. Moi, je suis magistrat de la cour d'appel. Donc, ça veut dire que nous, on est la seconde instance. Donc, on n'est pas confronté aux populations comme ceux de la première instance. Donc, je ne peux pas vous dire comment eux, ils ont réagi plus bas. Mais chez nous, c'est bon, les hommes, comme d'habitude, ils trouvaient ça bien. Mais les femmes ont trouvé ça quand même un peu grotesque, quand même. Alors, qu'est-ce qu'est la dépénalisation de l'adultère? Pour l'expliquer. La dépénalisation, c'est l'action de soustraire une infraction du droit pénal. C'est-à-dire que l'adultère était pénalisé avant. On encourait une peine de prison, on encourait une amende si on commettait l'adultère, si on était retrouvé avec quelqu'un sur n'importe quel lieu. L'adultère a vraiment évolué depuis 1960. En 1960, il y avait que l'adultère de l'homme était très difficile à prouver. C'est-à-dire que pour que l'adultère de l'homme soit établi à l'époque, il fallait qu'on le retrouve sur le lit conjugal avec sa maîtresse et que la femme fasse venir un huissier pour les prendre en photo, ce qui était quasiment impossible. Donc, c'est-à-dire que votre mari pouvait vous tromper sur le canapé du salon, il n'avait pas commis l'adultère. Donc, et la femme était poursuivie et le mari avait le droit de tuer l'amant s'il les trouvait, c'était un crime passionnel. Et en 2013, 2015, par là, ça a évolué. L'adultère a été mis à égalité pour les deux parties, hommes et femmes. C'est-à-dire que l'adultère se prouve par tout moyen, n'importe quel moment. Et il faut aussi dire que l'adultère, c'est une peine et l'une des rares infractions qui s'arrête lorsque le plaignant retire sa plainte. Parce que dans d'autres infractions pénales, si vous retirez votre plainte, le ministère public, qui est le maître des poursuites, peut décider de poursuivre, même si vous retirez votre plainte. Mais l'adultère, la diffamation, les injures publiques, tous ces crimes qui sont un tutu personnel à la personne, peuvent s'arrêter. L'action publique peut s'arrêter lorsqu'on retire la plainte. Et selon vous, qu'est-ce qui a emmené le législateur à repenser justement cette loi? Je n'en sais absolument rien. J'aimerais vraiment qu'il nous explique. Parce que si les pays où l'adultère a été dépénalisé, ce sont des pays où la polygamie est interdite. Est-ce que vous comprenez? La polygamie étant interdite, ils n'ont que l'option monogamique. Et comme on ne peut pas mettre en prison quelqu'un qui va sortir avec une autre femme, enfin, dans leur esprit, alors qu'il n'a que ça, il ne peut pas avoir une maîtresse, il ne peut pas avoir une seconde femme, je pense que c'est pour ça que les législateurs de ces pays-là ont dépénalisé l'adultère. Mais dans notre pays, nous sommes encore l'un des rares pays africains où la polygamie est de mise. On a le droit de prendre jusqu'à 4 femmes. Et l'adultère en polygamie va se prouver comment? Parce que si vous attrapez un homme qui est marié au régime polygamique avec une autre femme, il va vous dire qu'il est en train de courtiser sa future femme. Ouais. Il est en train d'entretenir des rapports pour épouser sa deuxième femme ou sa troisième femme. Donc l'adultère va être difficilement être établi. Mais quand on est marié à l'option monogamique, et qu'on va encore commettre l'adultère, c'est grave. Surtout que le législateur encore gabonais donne la possibilité au couple de changer l'option en cours de mariage. L'article 77 du Code civil, si je ne m'abuse pas, donne la possibilité aux époux, avec l'accord de l'épouse bien entendu, de changer l'option monogamique en option polygamique. Donc, on avait tous les moyens possibles pour garder la pénalisation de l'adultère. Parce que quand on dépénalise l'adultère alors que la polygamie est de mise, on retire son essence primordiale à l'option monogamique. Ça ne sert plus à rien. Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement d'une forme de préservation justement de ces foyers, de ces couples, puisqu'on sait tous qu'à cause de l'adultère, tout est souvent allé en vrille. Il y a eu des plaintes contre un époux ou une épouse. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas question simplement d'apporter plus de protection à ces foyers ? En permettant, bien sûr, que l'on soit capable d'aller à l'extérieur, voire dehors, si vous me prêtez l'expression, pour le dire plus simplement, sans que l'on ne court le risque d'aller en prison. Je suis d'accord avec vous, mais je vais vous reprendre, ne prenez pas mal, mais vous êtes un profane. Quand je dis vous êtes un profane, c'est-à-dire que nous, dans nos procédures d'adultère, nous sommes là pour protéger la famille. Depuis le commissariat jusque devant le procureur, avant vraiment qu'on ne passe à une audience publique correctionnelle, tout est fait pour encourager le couple, la personne qui a porté plainte, de retirer sa plainte.
Tout est fait pour ça. Parce que dès que vous portez plainte, parce que moi j'ai assisté quand même à plusieurs auditions en commissariat, quand vous portez plainte pour adultère, on convoque l'auteur de l'adultère, c'est-à-dire le mari ou la femme, et son complice, c'est-à-dire l'amant ou la maîtresse. L'époux est là, l'épouse est là, c'est-à-dire que les trois sont là. Et là, il y a une confrontation, il y a une discussion. Et de cette discussion, jaillit la lumière. Beaucoup de choses se colmatent. Je vous donne un exemple, par exemple. Parfois, il y a des hommes qui ne croient pas leur femme quand on leur dit que leur maîtresse les persécute, que ta maîtresse me persécute, elle m'appelle à des heures impossibles. Moi, j'ai vu ça. Le mari disait non. La plupart du temps, ce sont les femmes de la maison qui appellent celles du dehors. Les femmes du dehors aussi qui appellent. Mais lors de cette confrontation, par exemple, quand le PJ a sorti le relevé d'appel de la maîtresse du monsieur, il s'est rendu compte que sa maîtresse harcelait sa femme. Et il a donne des remontrances à sa maîtresse et du coup il a compris ce que sa femme ressentait. Ou bien par exemple la maîtresse se rend compte que le mari c'est un menteur. Il lui fait croire que lui et sa femme c'est terminé, il n'en a plus rien à faire, il ne l'aime plus, il a demandé le divorce, c'est elle qui ne veut pas. Et elle se rend compte au commissariat que la femme est enceinte jusqu'aux yeux. Elle se rend compte qu'il n'a jamais demandé le divorce à la femme et qu'elle mérite mieux que ça, qu'elle va pas aller en prison pour un homme qui ne va même pas l'emmener à l'hôtel. Il y a une prise de conscience qui se fait lors de la conciliation au commissariat. Il y a une autre prise de conscience qui se fait devant le procureur. Parce que jusqu'au bout, nous sommes là pour préserver la famille. On respecte les droits de tout un chacun et on sait très bien qu'on ne prend l'option que de se présenter à l'audience publique que lorsque toute sensibilisation ne passe pas et que la personne refuse de retirer sa plainte. Mais généralement, quand une femme refuse de retirer sa plainte, c'est parce que le mari reste insolent, la maîtresse reste insolente. Il y a des femmes qui ont retiré leur plainte quand la maîtresse demande pardon. Vous pointez du doigt beaucoup plus. Mais parce que les hommes ne retirent jamais leur plainte. Dans ces cas-là, mais quand même, lorsqu'on parle de l'adultère, les femmes aussi sont concernées. Alors, on a comme l'impression qu'à cause et d'ailleurs je me permettrai de le dire, de toute la protection mise autour des femmes aujourd'hui, lorsqu'on parle d'adultère, on ne regarde que les hommes. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences, selon vous, de cette loi révisitée ? Les conséquences, c'est déjà l'équilibre des foyers. Il faut que vous compreniez que certains hommes n'arrivent pas à canaliser leur énergie. Quand ils ont une femme dehors, c'est-à-dire que tous les fonds de la maison, parce que l'homme est le chef de la famille et à titre principal, il s'occupe des besoins de la famille. Quand un homme a une maîtresse dehors, généralement, les fonds de la famille sont déversés chez la maîtresse et c'est la famille primordiale. Pour ceux qui ne sont pas organisés. Pour ces hommes-là qui ne sont pas organisés. Oui, qui ne sont pas organisés. Ouais. C'est le manque d'affection, le manque de présence du pater familias, c'est la dispensation. Enfin, c'est-à-dire que l'argent de la maison est dissipé dans les futilités. Tout va dans le deuxième bureau. Et au premier bureau, les enfants n'ont même pas l'école, les enfants n'ont même pas le taxi, même pour boire le café le matin, le café misère, il n'y a pas le sucre, il n'y a rien. Parce que tous les fonds de papa sont chez sa maîtresse. Et c'est ça qui déséquilibre le foyer. Généralement, pourquoi moi je pointe plus le doigt sur les hommes ? Parce que déjà les hommes, quand une femme commet l'adultère, ils ne retirent jamais leur plainte. Ah non, sur 10 cas d'adultère que j'ai eu, une femme à chaque fois, elle retire parce qu'elle est sensibilisée, elle a peur, elle se dit c'est le père de mes enfants, sa famille lui parle, la famille du mari lui parle, elle retire toujours. Quand une femme va jusqu'au bout, c'est quand, généralement, ils ont fait peut-être 4 ans, 5 ans, le mari l'a quitté, c'est-à-dire qu'il a quitté le foyer conjugal pour aller s'installer avec la maîtresse. Et que ça peut-être 2 ou 3 ans qu'ils sont séparés, et là, elle est en mode revancharde. Mais un homme ne retire jamais la plainte. Et il va juste quand même en faire enfermer l'amant, hein, de manière discriminatoire. Ce qui est juste. Oui, là, c'est juste. Là, c'est juste. Là, c'est juste, quand on fait enfermer l'amant. Là, c'est juste. Non, je vous pose la question aussi à vous. Parce que... On ne va pas inverser nos rôles. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vous qui êtes juriste. Oui, vous avez raison. Un point pour vous. Oui, c'est juste. C'est juste. Puisque l'amant s'est rendu complice d'un adultère, il doit payer. Alors, dans le Code civil, il est dit que les conjoints se doivent une fidélité commune. En dépénalisant l'adultère, cette disposition a-t-elle encore une valeur? Tout à fait. Dépénaliser, c'est en pénal, mais l'adultère reste toujours une faute civile. Pourquoi moi la dépénalisation me dérange? Parce que vous voyez la partie conciliation que je vous explique, que la faute pénale, elle n'existe plus à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire que maintenant on ne peut relever l'adultère que comme faute civile au moment du divorce. Au moment de la sollicitation du divorce, dire que je demande le divorce parce que mon mari ou mon épouse m'a trompé sous le fondement de l'article 66 du Code civil.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'adultère ne reste plus que purement civil. Il n'est plus du tout pénal. C'est-à-dire qu'on ne le soulève maintenant que lorsqu'on est déjà à la dernière étape, le divorce. Alors que quand on va encore l'étape pénale, il y avait la possibilité, parce qu'il y a des couples qui ne se parlent plus, il y a des couples qui n'arrivent plus à communiquer. Il faut une tierce personne pour les faire asseoir et les pousser à discuter, pour que l'homme se rende compte ou la femme se rende compte du mal qu'ils sont en train de faire à leur famille. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas que le côté répressif qu'il faut voir, il y a le côté discussion. On s'assoit, là on est obligé de parler, on est au commissariat, on risque la prison. Là, les langues se délient, on est obligé de communiquer. Parce qu'il y a des hommes qui ne communiquent pas, il y a des femmes qui ne communiquent pas. Ils se lèvent le matin, ils ne rentrent qu'à 2 h du matin, ils se réveillent à 6 h du matin, ils partent. Ils vivent chez elle il vit chez lui comme s'il était à l'hôtel. Donc, ces femmes-là, le fait qu'on puisse les assigner ou les convoquer au commissariat permet aussi le dialogue. Parce qu'une femme, nécessairement, n'a pas envie de se séparer de son mari. Elle veut juste taper dessus. Je veux dire, arrête de me faire du mal. Ou aussi, parfois, les maîtresses qui sont très impolies, qui sont insolentes, qui ne connaissent pas leurs limites. Donc, c'est aussi une manière pour les femmes mariées d'avoir un... comment dire dans un bon français? Des garde-fous, peut-être? Très bien. D'avoir un garde-fou, d'être protégé de l'extérieur. C'est exactement ça. Pour moi, la pénalisation de l'adultère, c'était comme un verrou sur une porte qu'elles peuvent fermer quand même. Le droit qu'elles ont, celles qui ont choisi la monogamie, bien entendu. Parce que quand on choisit la monogamie à la mairie, la femme se dit « je serai la seule femme de mon époux jusqu'à la fin de notre vie ». Mais ce que j'ai remarqué avec l'homme gabonais, ce qui est particulier, c'est que ceux qui choisissent l'option polygamique, finalement, ne restent parfois qu'avec qu'une seule femme. Ils n'en épousent pas une deuxième. Mais ceux qui choisissent l'option monogamique, parce qu'ils sont prévoyants. Ils finissent toujours par faire un couac. C'est ça qui est aberrant, en fait. Donc, quand une femme, pour elle, elle a l'option monogamique, mentalement, psychologiquement, elle n'est pas préparée à ce qu'une autre femme surgisse dans sa vie du jour au lendemain. Alors qu'une femme qui sait que bon, mon mari, il est polygame, c'est officiel, c'est dicté, on l'a dit devant le maire, bah, le jour où vous emmenez une deuxième, elle est plus préparée psychologiquement que celle qui a choisi l'option monogamique, en fait. Simplement parce qu'il faut toujours protéger les femmes. Au Gabon, on a l'impression que l'adultère est désormais un fait normal, hein, vous me permettrez. Sa pénalisation servait-elle vraiment à quelque chose? Mais tout ce que je viens de vous expliquer, vous ne trouvez pas que ça va à quelque chose? Parce que les cas, les cas qui ont été dénoncés sont quand même rares, je me permettrai de le dire. Quand on regarde la société gabonaise, souvent, certaines femmes finissent par accepter le fait que son homme aille à l'extérieur, parce qu'à certains moments, ça apporte un certain équilibre dans le foyer. Il faut quand même aussi le reconnaître. Mais aujourd'hui, est-ce que cela, on se le demande, cela servait finalement à quelque chose? Puisque oui, vous venez vous-même de dire, au Gabon, les hommes vont se marier avec le régime monogamique et ensuite finissent par aller à l'extérieur. Donc c'est un fait connu déjà. Mais regarde, vous ne m'écoutez pas. Quand je vous dis que la pénalisation servait à quelque chose, ça veut déjà, comme je vous ai dit, à forcer les époux à discuter. C'était déjà ça. Ça force les époux à discuter, c'est-à-dire à essayer de concilier les choses, de comprendre. Le mari va un peu comprendre que sa femme souffre, la maîtresse va se rendre compte que ça n'en vaut pas la peine, et parfois la femme va se rendre compte que je suis en train de me ridiculiser, mieux vaut je les laisse. Est-ce que vous vous rendez compte? Le fait qu'il y avait cette option, cette possibilité de faire convoquer le mari ou la femme, les poussait à discuter. Et de la discussion jaillissait la lumière, toujours. Il y avait toujours une amélioration. Mais le fait qu'on n'ait plus du tout cette étape pénale font en sorte que les femmes, ni les hommes ni les femmes ne puissent plus convoquer leur conjoint au commissariat. Si vous passez une journée au commissariat, faites l'expérience. Moi, je l'ai faite. Hein. Vous n'avez pas idée du nombre de couples qui se réconcilient, même rien qu'à la permanence du juge matrimonial, le nombre de couples qui sont au bord de l'implosion, qui se réconcilient juste parce qu'ils ont pu dialoguer. Parce que généralement, dans les foyers, l'homme est braqué dans son orgueil, la madame aussi est braquée dans son orgueil, donc il n'y a plus de communication. Donc plus de communication dit durcissement de la situation, durcissement des problèmes, et exagération même de tout ce qui se passe jusqu'à l'explosion totale et séparation. Alors que quand on trouve le moyen de les faire asseoir, qu'une personne tierce, un OPJ ou un juge, fait comprendre à l'autre, parce que généralement les autres ne voient pas ce qu'ils font de mal. Le mari ne voit pas le mal qu'il fait à sa femme, et la femme aussi ne voit pas là où elle a fauté, ce qui en elle a pu pousser son mari à aller dehors. Alors que le juge ou l'OPJ va indiquer à la femme que votre mari vous a trompé aussi parce que vous êtes un peu comme ça.
vous êtes un peu agité. Il y a des moments où on se rend compte qu'il y a des femmes qui sont autoritaires, qui crient, on dit, mais c'est pour ça que votre mari part. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait lors de ces conciliations. Vous comprenez? C'est ça que moi, j'aime. Et deuxièmement, l'utilité de la pénalisation, c'était préserver l'avantage de la monogamie. Dites-moi maintenant, aujourd'hui, quel est l'avantage d'être monogame? Puisqu'on ne pénalise même plus l'adultère, on a le droit de faire ce qu'on veut. Quel est l'avantage d'être monogame? Donc, annulons la monogamie, soyons tous polygames et polyandres. Après, je suis tenté de vous demander, lorsqu'on parle d'adultère, il s'agit de cas bien spécifiques, éprouvés. C'est-à-dire? Parce qu'une femme peut se plaindre sur la simple base d'avoir vu un message dans le téléphone de son homme et puis parler, par exemple, d'infidélité, amener cet homme devant des juridictions compétentes, devant un OPJ, un officier de police judiciaire, par exemple, parce qu'elle se sentirait trahie à cause d'un message. Non, Or, lorsqu'on parle d'adultère pour ces couples mariés, il s'agit quand même de ces cas dont on est capable de prouver A plus B que cet homme serait allé avec une autre femme. Or, aujourd'hui, avec cette situation, cette loi revisitée par le législateur, est-ce que cela ne vient pas un peu simplifier les choses, de façon à ce que l'on ait tout de même la possibilité de réaliser qu'un homme n'est pas forcément un ange et qu'il peut arriver certaines choses et que l'on peut être capable de les supporter et de pouvoir avancer dans la vie? Mais monsieur, les OPJ, ce sont des hommes, hein. Ce sont des pères de famille. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils vont pas pour aller chercher un monsieur ou le convoquer sous la base d'un message. Oui, bonne nuit, merci, vraiment, j'ai passé une bonne nuit. Non. Ce sont des messages salaces. Il y a des moments, il y a des photos qu'on reçoit. Ce sont des messages très salaces, très explicites, à la limite du moins de 18 ans, qui font en sorte qu'on puisse se lever pour l'adultère. Chaque personne qui a une prétention doit la prouver. On ne vient pas juste dire, oui, je pense que mon mari me trompe, convoquer-le, puis nous aussi, ah, chat, monsieur, venez ici, qu'est-ce que vous avez fait? Non. On analyse les preuves. Est-ce que, madame, vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des photos? Et pour convoquer la maîtresse, il faut avoir son numéro de téléphone, il faut avoir son adresse. Mais quand la femme a tout, généralement, quand une femme vient... Parce qu'elle aura fouillé le téléphone de son homme dans la nuit pendant qu'il sera endormi, par exemple. Ah, si lui-même aussi ne met pas de code. D'accord, on le comprend aisément. Mais aujourd'hui, pour être un peu plus sérieux, oui, dites-nous, avez-vous l'impression que le législateur vient, je me permettrai de le dire, d'apporter plus d'éléments pour que la société gabonaise, et là je parle des foyers, de ces couples mariés, ne parviennent plus à obtenir ce qu'ils avaient avant, pour parler des femmes par exemple, qui pouvaient aller dans des commissariats, aller au tribunal. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui le législateur vient de laisser les choses se faire et peut-être aggraver la situation? Tout à fait. Et je vais m'aller même plus loin. J'ai l'impression que le législateur veut anticiper. Parce que je crois courant 2019, je n'ai plus le mot exact, il y a une jurisprudence qui est sortie. Une femme mariée a pu empêcher le mariage à la coutume de son mari. Ça fait un tollé. C'est-à-dire qu'elle a saisi la juridiction, elle a dit on est marié à la monogamie, bien commun, et il se prépare à épouser une autre femme. Elle avait tout, le lieu, l'adresse, les cartes d'invitation. Elle a vraiment prouvé que son mari qui avait choisi l'option monogamie avait décidé d'épouser une autre femme à la coutume et elle a demandé l'intervention des forces de police. Ce qui a été fait. Donc le mariage à la coutume était annulé. Donc, on a l'impression, moi personnellement en tant que juriste, j'ai l'impression que voyant cette évolution maintenant qu'elle a empêché le désordre qui allait s'installer, le législateur a décidé simplement de couper court en annulant l'adultère. C'est-à-dire que du coup, cette femme qui se retrouve dans cette situation où son mari, elle sait que son mari va épouser une autre femme, elle ne peut plus demander l'intervention de la police pour stopper le mariage, puisque c'est dépénalisé. La police n'intervient que dans le cas des infractions et crimes qui sont dans le code pénal. Si le crime, le délit n'est pas dans le code pénal, pourquoi la police va intervenir? Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, c'est encore le retour à l'anarchie. On avait fait un pas spectaculaire. J'étais hyper heureuse. Parce que quand un homme a choisi l'option monogamie qui va épouser une autre à la coutume, c'est un homme qui n'assume pas ses responsabilités. C'est un homme irresponsable pour moi. Parce que tu n'aimes plus ta femme. Mais divorce, mon frère. Divorce. Faut-il encore qu'elle accepte le divorce? Parce que là aussi, c'est un autre problème. N'allez même pas loin. D'où vous vient l'idée là? Parce que ça me dépasse que tout le monde me dit ça. Ça vient d'où? Des séries américaines qu'il faut l'accord de l'autre pour divorcer? Non!
Non, il y a des couples qu'on reçoit, la femme dit je ne veux pas divorcer, mais la procédure suit son cours. Le mari dit je ne veux pas, on va forcer un couple à vivre ensemble. Dès que l'un ne veut plus, on ne peut pas les forcer à rester ensemble. Ah, c'était avant, on va dans les années 90, où on les forçait à rester ensemble. Ah non, on faisait les ordonnances d'ajournement. Maintenant, alors qu'avant c'était stricto sensu 266, parce que 266, l'article 66 du Code civil, édictait les raisons spécifiques qu'on pouvait solliciter pour demander le divorce. Adultère, ivresse, injure grave, peine de prison, bigamie. Vous voyez, c'était bien précis. Mais depuis, on a un peu relâché. Maintenant, incompatibilité d'humeur, on vous accorde le divorce. Vous avez fait 3 ans sans faire l'amour, sans vivre sous le même toit. Vous avez le divorce le plus rapide. Divorce pour autre chose de la vie commune. Enlevez cette idée de vos têtes que si ma femme ne veut pas divorcer, je ne pourrais pas obtenir le divorce. C'est totalement faux. Les séries américaines, c'est le droit anglo-saxon. Chez nous, là, c'est francophone. On ne peut pas forcer des gens à vivre dans la même maison. On a eu des drames, des gens qui se sont suicidés, même au tribunal. Dès qu'ils sortent de là, on leur dit on a joué vos décisions dessus. Quand ils sortent, bam, ou croque, ou ah. Donc, on a appris de ça. Quand on se rend bien compte, parce qu'avant de prononcer le divorce, on reçoit des couples en conciliation. Ouais. Quand on voit bien que celui qui demande le divorce, il ne veut plus ou elle ne veut plus, ben on suit. On écrit seulement la version de tout un chacun. Et la procédure suit son cours jusqu'à la prononcer du divorce. C'est vrai que la procédure va être longue. Elle peut mettre 1 an, 2 ans, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est tenace. Au bout de 1 an et demi, c'est terminé. C'est mieux de faire ça en étant droit dans ses bottes, en assumant ce qu'on fait, que de faire ce qu'on fait là. Vous êtes marié à la monogamie, vous avez la balle, vous êtes là maintenant derrière les maisons de vous marier. Enfin, pour moi, quelqu'un qui se respecte ne peut pas faire ça. Pour moi, dans mon sens, dans mon éducation, ces hommes-là sont des lâches, en fait. Alors, que doit-on retenir aujourd'hui lorsqu'on parle de cette dépénalisation de l'adultère au Gabon? Que doit-on retenir? Quel serait le conseil que vous, en tant que magistrate, juriste, bien formé, mais surtout en tant que femme, donnerez aujourd'hui aux législateurs d'abord, mais ensuite aux Gabonais? Moi, ce que j'aimerais dire aux législateurs, c'est qu'on ne peut pas dépénaliser l'adultère au Gabon alors qu'on a la polygamie qui est là. Quand un homme veut courir, faire ce qu'il veut, avoir plusieurs tisas, il choisit l'option polygamique. Point. S'il ne peut pas être fidèle, il laisse l'option monogamique, point. Mais on ne peut pas avoir l'option monogamique, l'option polygamique, la possibilité de changer l'option monogamie en polygamie, et encore dire que l'adultère, c'est freelance, chacun fait ce qu'il veut. Finalement, ça nous confirme le fait que les lois sont faites par les hommes, pour les hommes. Parfois, on peut aimer une femme... Alors que nous sommes à la décennie de la femme, c'est pas normal. Bien sûr. Parfois, on peut aimer une femme. Parfois, on peut aimer une seule femme, mais sans que cela ne nous empêche de pouvoir envisager d'être polygame plus tard. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est possible de changer de régime. Faites-le. Mais avec la dépénalisation de l'adultère, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne simplifie pas aussi la procédure? Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est une recrudescence des crimes. Est-ce que vous avez remarqué que dans les faits divers, les femmes apparaissent de plus en plus? Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Même il y a 3 ans, ce n'était pas le cas. Maintenant, les femmes veulent se faire justice elles-mêmes. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont laissées pour compte. Elles sont mises de côté. Leurs sentiments... Est-ce que moi, je reçois des femmes mariées. Vous n'avez pas idée de la frustration et de l'humiliation qu'elles ressentent. Elles sont blessées dans leur chair. Quand la maîtresse les nargue impunément. J'ai un cas que je vais vous raconter. Une femme qui va au bureau de son mari et qui aperçoit la voiture de son mari. Elle se rend compte que son mari est dans la voiture. Donc, elle vient et cogne à la vitre. Mais le mari n'est pas dans le véhicule et la maîtresse qui est en train de se repoudrer le nez. Donc, elle cogne, genre, avec qui? La maîtresse ferme les portières. Oh, à quoi? Ah, elle démarre. Le mari aussi, avec la peur, il démarre, il part. La femme reste sur le parking comme ça. Vous imaginez, généralement, les femmes mariées, elles ont souffert avec leur mari. Elles ont souffert pour le poncer, elles ont souffert pour le tirer vers le haut, elles ont souffert avec lui pour faire des enfants. C'est un lot de souffrance qui est ignoré tout d'un coup parce qu'elles sont humiliées, elles sont frustrées et elles n'ont pas un moyen d'apaisement. Alors que quand elles vont au commissariat et que la maîtresse qui leur a tant fait mal leur demande pardon, leur présente des excuses et dit « Ah madame, moi je ne vais plus courir après votre mari », elles ont le sentiment que justice leur a été faite.
Est-ce que vous comprenez? Elles ont l'impression que, en fait, j'ai au moins une cartouche, j'ai une arme, j'ai quelque chose que je peux utiliser si mon mari vagabonde un peu trop, si mon mari ne rentre plus à la maison, si mon mari considère maintenant notre foyer comme un hôtel, j'ai une arme, j'ai de quoi me défendre. Mais là, les femmes mariées au régime, à l'option monogamique, elles n'ont plus d'armes. Le législateur a encore désarmé des femmes, alors que nous sommes à l'époque où les violences morales et physiques ne sont pas encore bien comprises, ne sont pas encore bien assimilées. Là, le législateur vient de violenter les femmes juridiquement. Pour moi, je me sens violentée. Un message en quelques secondes. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Assumez vos choix. Si vous savez que vous n'êtes pas monogame, devenez polygame. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de mentir à la société, arrêtez de mentir à votre femme. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Linda Bongo Ondimba, moi. je rappelle que vous êtes magistrate au Gabon. Nous avions pour thème la dépénalisation de l'adultère dans ce pays d'Afrique centrale, puisque le législateur vient de prendre une décision certainement salutaire pour certains et pas pour d'autres. Vous me permettrez de vous titiller, Madame Linda Bongo Ondimba. Merci d'être restée des nôtres sur Gabon 24. À la prochaine pour une autre édition spéciale.